Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Installation ce lundi d'un nouveau conseiller de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Il s'agit des 9 membres de l'institution de régulation des médias, à savoir les représentants du chef de l'État, du bureau de l'Assemblée nationale et des acteurs des médias. La cérémonie est placée sous la houlette du président Patrice Talon. Et aussitôt après son installation, le nouveau président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, 7e mandature, rentre dans ses fonctions ce lundi. Édouard Locaux remplace à ce poste Rémi Prosper Moretti. La cérémonie de passation des charges entre les deux hommes s'est déroulée au siège de l'institution en présence de tous les nouveaux conseillers. Nous parlerons également des élèves participants de la formation en Aoratua et Leadership qui ont reçu leur certificat de fin de formation après 5 semaines de pratique. C'est au cours d'une cérémonie organisée au CAEB de Djougou, un événement qui a connu la présence effective de l'honorable Abdul Malik Gomina, parrain et initiateur de cette première édition de Masterclass. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. À nouveau, bonsoir. La 7e mandature de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication entre officiellement en fonction pour les 5 prochaines années. Les 9 membres de l'institution de régulation des médias, à savoir les représentants du chef de l'État, du bureau de l'Assemblée nationale et des acteurs des médias, ont été installés ce lundi 22 juillet 2024. C'était à la faveur d'une cérémonie solennelle placée sous la houlette du président Patrice Talon. Nous allons suivre. Une cérémonie officielle qui marque l'entrée en fonction officielle des nouveaux conseillers de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, 7e mandature. Au Palais de la Marina ce lundi 22 juillet 2024, après lecture du procès verbal et du décret de nomination des représentants de l'Assemblée nationale et du chef de l'État, Édouard Locaux et son équipe recevront les félicitations et les remerciements de Patrice Talon au nom du peuple béninois pour leur disponibilité au service de la nation. Au nom du peuple béninois, je déclare installer la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, 7e mandature. Je voudrais vous exhorter à exercer vos prérogatives avec dévouement, abnégation et esprit de discernement pour la protection, la promotion, la police et la régulation du secteur de la communication et des médias. Je vous encourage, je vous souhaite bon vent. Merci. La HAC a pour mission principale, au regard des dispositions de la loi organique, de garantir et d'assurer la liberté et la protection de la presse, ainsi que tous les moyens de communication de masse dans le respect de la loi. Elle veille ainsi au respect de la déontologie en matière d'information et à l'accès équitable des partis politiques, des associations et des citoyens aux moyens officiels d'information et de communication. L'équipe installée a un mandat de 5 ans. 5 ans pour essayer de répondre aux nombreuses attentes des acteurs des médias qui nourrissent déjà l'espoir de voir rayonner la presse depuis l'annonce de la nomination de Édouard Locaux, l'une des figures emblématiques de la presse béninoise. Évidemment, le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, 7e mandature, est donc officiellement entré dans ses fonctions ce lundi. Édouard Locaux remplace à ce poste Rémi Prosper Moretti. La cérémonie de passation de charge entre les deux hommes s'est déroulée au siège de l'institution en présence de tous les nouveaux conseillers. Édouard Locaux est désormais aux commandes de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Précédemment chargé de mission du chef de l'État, l'homme succède à Rémi Prosper Moretti qui a gouverné l'institution de 2019 à 2024. Reconnaissant envers Patrice Talon et ses ex-collaborateurs, ce dernier se réjouit du travail abattu au cours de son mandat.
président entrant s'affiche en connaisseur de l'institution et des difficultés auxquelles la presse béninoise est en proie. Comptant sur la qualité des ressources humaines qui l'entourent, il entend imprimer une nouvelle dynamique au secteur. Et puisque nous parlons des médias, restons-y pour annoncer cette triste nouvelle. La presse béninoise pleure un autre journaliste, François-Xavier Nomon, journaliste en service sur la chaîne E-Télé, est passé de vie à trépas dans la nuit du dimanche à ce lundi suite à un accident de circulation. Animateur de l'une des émissions phares de la chaîne de télévision, il était en direct hier. L'un des derniers plateaux animés par François-Xavier Nomon est celui co-dirigé avec le confrère de l'OETB Osias Sounovo. Il recevait le porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Humbedji. Toutes nos condoléances à la chaîne de télévision E-Télé et à la famille du défunt. Parlons à présent de l'ancien bâtonnier nommé haut commissaire à la prévention de la corruption qui est désormais investi dans ses nouvelles fonctions. Jacques Mingan a prêté serment ce lundi 22 juillet 2024 devant le chef de l'État Patrice Talon. L'opérationnalisation de cette institution vient renforcer la volonté du gouvernement à assainir et sécuriser les ressources publiques à travers la lutte contre la corruption. Nous allons suivre. La main levée devant le chef de l'État, le haut-commissaire à la prévention de la corruption, prête serment. Jacques Mingan jure de bien remplir fidèlement et loyalement en toute probité les fonctions dont il est investi, de respecter en toutes circonstances les obligations qu'elle lui impose et de garder le secret des informations confidentielles dont il a connaissance. Une prestation de serment qui répond aux dispositions de l'article 5 de la loi numéro 2020-09 du 23 juin 2020 portant création, mission, organisation et fonction du Haut Commissariat à la prévention de la corruption. Moi, Jacques Aktiefon, Akotenou, Tanweho Mingan, je le jure. Le chef de l'État va ensuite donner acte au serment prêté par le Haut Commissaire à la prévention de la corruption. La responsabilité qu'il assume désormais est bien lourde. Vous allez assurer l'une des missions les plus difficiles, voire la plus difficile de la nation, de la République. Je voudrais vous féliciter pour votre désignation et vous remercier au nom du peuple béninois pour votre disponibilité. Vous comprenez pourquoi nous avons mis tant de temps à trouver le mouton à 5 pattes. Assurer cette fonction est beaucoup plus difficile que réprimer la corruption. Vous imaginez combien l'attente est énorme. Parvenir à trouver les instruments, la dynamique, les outils pour prévenir la corruption et l'enrayer au plus profond. C'est une tâche compliquée, difficile. Je voudrais vous souhaiter bonne inspiration. Le Haut Commissariat à la prévention de la corruption a pour mission de suivre la mise en œuvre au sein des institutions et administrations de l'État des mesures de lutte contre la corruption, d'initier et de mettre en œuvre des actions de prévention de la corruption dans le secteur public comme privé. L'avocat et ancien bâtonnier a été nommé à ce poste en Conseil des ministres le mercredi 12 juin 2024. Que s'est-il réellement passé dans la nuit du vendredi dans la commune de Boukoumbe, département de l'Atakora? Des individus armés non identifiés auraient attaqué le domicile du maire et tenté d'entrer dans sa chambre. Dans leur dessein, ils se sont heurtés à la riposte des forces de l'ordre qui étaient visiblement informées de l'attaque. Des échanges de tirs ont eu lieu avec à la clé 2 des bandits abattus. Les autres membres de la bande ont pu s'échapper. Le maire Aldo Kouago s'est confié à Franck Aono. Il relate les faits et rassure qu'il se porte très bien. Ce sont des propos recueillis par Franck Aono au téléphone. C'est des gens qui sont venus à la maison. Bon, ils ont essayé de défoncer. Bon, ils ont tiré dans la porte du salon. Voilà, cherchant à peut-être entrer. Bon, il semble que la police qui avait déjà des renseignements. Leur probable venue n'était pas loin. Donc il y a eu échange de tirs. Ils ont été neutralisés. Mais ils étaient combien?
Bon, puisque moi j'étais à l'intérieur. Ok, d'accord. La police lui fait, il y a à peu près combien il était, c'est 2. Donc, bon, ils ont dit que les enquêtes, ils vont poursuivre les enquêtes et pour pouvoir décider, voir les motifs de cette agression-là. Mais c'est la première fois, ils avaient déjà essayé une fois. Bon, essayer en tant que tel, non, mais bon, quand l'événement s'est passé, c'est là que je me rappelle que il y a environ 2 semaines, pas 2 semaines par là, mais une semaine. Et puisque j'ai des chiens, j'ai 3 chiens. Oui. J'ai remarqué que les chiens, à partir de 22h30, 23h30, restaient au niveau de l'arrière-cour, alors que ce n'était pas leur habitude. Souvent, ils font le tour de la maison, ils vont rester là où il y a les voitures, ils restent là toute la nuit. Mais ils restaient plus les 3, restaient à l'arrière-cour et ils ne faisaient qu'aboyer toute la nuit. Donc, c'est ce matin que je me suis dit, ou bien c'est peut-être ces personnes qui rôdaient peut-être, ils ont peut-être rôdé autour de la maison, peut-être plusieurs fois, pour peut-être voir les faits et gestes. Comment est-ce que je me déplace, tout ça? Bon, je sais pas. C'est ça. C'est ce que je me dis. Parce que depuis, après ces 2 nuits-là, les chiens n'ont plus aboyer comme ça. C'est ça. Oui, mais dans la commune, est-ce qu'il y a eu des cas signalés au passé? Bon, on n'a jamais eu de cas d'attaque comme ça. Bon, c'est vrai, les attaques qu'on avait, c'était les trucs de vol, de moto, cambriolage, mais attaque à main armée dans une maison comme ça, bon, on n'a jamais eu ça. Il n'y a pas eu de dégâts, vous êtes sains et saufs? Bon, oui, les dégâts, ils ont brisé des nacos, on a les impacts de balles, on constate un peu au niveau des portes murs. Là, une balle a traversé la porte, ça a touché un garde-manger là où je range quelques produits, tout ça. Ils ont bousillé ça. Bon. La balle a traversé sûrement lors des essais de tir. Heureusement que alors la personne était au salon. Bon, on était tous en chambre. Moi personnellement, je n'ai rien. Tous ceux qui sont dans la maison n'ont rien eu. Nous allons continuer ce pourquoi nous sommes là. Ce qui est sûr, ayons confiance à la police et à la justice. Je suis sûr qu'ils pourront nous dire réellement ce que ces assaillants-là voulaient. Allons à présent à la Haute Cour de justice qui a tenu ce lundi sa 2e session administrative. Au cœur des travaux, l'examen du rapport diagnostic et la validation de la vision stratégique de l'institution. Les travaux ont été lancés par la présidente Dandy Nyomon. Voici un extrait de son discours d'ouverture des travaux. Mesdames et messieurs, la sanction de la faute commise par les dirigeants publics reste fondamentale dans un état de droit. Nous sommes les témoins lucides du temps présent et nous devons faire en sorte d'opérer les mutations qui s'imposent. Le privilège ou le droit qui est donné à certaines personnes de comparaître devant une juridiction autre que celle à laquelle les règles du droit commun procédural attribuent compétence reste très compréhensible en raison de la spécificité des responsabilités des gouvernants et de la source de légitimité dont ils sont issus. Pour autant, le privilège de juridiction ne doit devenir un paravent contre l'imputabilité et l'impunité. C'est pour cela que l'opérationnalisation de notre cour est capitale et pour ce faire, nous avons besoin de nous inscrire dans une vision stratégique globale, elle-même devant résulter des résultats d'un diagnostic opéré par la haute juridiction. La mise en œuvre de la fonction juridictionnelle s'accompagne en effet nécessairement de la modernisation du fonctionnement de notre institution et de l'amélioration de son image de marque. Madame, Messieurs les juges, Messieurs les membres de la Chambre d'instruction, Monsieur le greffier en chef, Messieurs les membres du ministère public, le rapport diagnostique et la vision stratégique constituent l'essentiel des travaux de cette 2e session administrative. En vous réitérant mes remerciements pour votre disponibilité et vos contributions que je sais d'ores et déjà enrichissantes à nos travaux, je formule le vœu qu'ils soient porteurs d'espérance pour que la Haute Cour de justice, dans le temps qui vient, se porte de mieux en mieux.
Autre volet de l'actualité nationale, malgré les multiples démarches entreprises par le gouvernement du Bénin pour fumer le calumet de paix avec le peuple frère du Niger, les autorités du Burkina Faso continuent de semer la confusion au sujet de la supposée installation de bases militaires au nord du pays. Et face à cet état de choses, le docteur en santé de développement Edmond Kifouli apporte un démenti formel. Il s'agit selon lui de diversions et d'accusations mensongères dénuées de réalité vérifiable du capitaine Ibrahim Traoré. Suivant un extrait de ses propos au micro de Emma Rodon. Il y a une certitude qu'il n'y a pas de base. Mais ce qui est venu créer un peu plus de confusion, c'est que pendant que de nouveau on s'attendait à ce que le Bénin et le Niger ouvrent ses frontières parce que nos anciens présidents, le président Yahi Boni et puis Nicéphore Soglo, ont pris la décision sur eux d'aller au Niger, rencontrer les autorités nigériennes, ce qui a été fait, ils ont été reçus, ils ont discuté, un communiqué est sorti, un comité a été mis en place et on s'attendait à ce qu'il y ait un dégel. Mais le président de la GENI du Burkina Faso a fait une sortie fracassante, étonnante, surprenante, comme quoi il y a des bases dont il a les preuves. Je crois que c'est encore faux. C'est faux du fait que je me souviens comme si c'était hier, au moment où le gouvernement mettait en place les dispositifs de sécurité. Je me souviens que notre président a fait un voyage éclair, rencontrer le capitaine Traoré pour lui demander à ce que la zone de Koualou, qui est une zone neutre, en fait une zone litigieuse entre le Bénin et le Burkina Faso, soit sécurisée en attendant que les discussions se poursuivent pour que le litige soit levé. Parce que c'est une zone d'environ 5 km sur environ 2 km de large, mais qui n'est ni occupée par l'administration béninoise, ni par l'administration. Donc c'est une zone favorable pour l'implantation des terroristes. Le président Talon est allé et en son temps avait discuté avec le capitaine Ibrahim qui venait d'arriver au pouvoir. Alors donc vous comprenez dans ces circonstances que ce qu'il avance, c'est plutôt des arguments ou des arguties pour mobiliser la population qui probablement avait commencé déjà par se lasser de ce qui se passe au Burkina Faso. J'ai bon espoir que d'ici là, une solution sera trouvée. Dr Edmond Kifouli dénonce également la mauvaise foi des autorités militaires au pouvoir au Burkina Faso. Selon lui, les autorités de Cotonou ont mené toutes les démarches nécessaires que l'État puisse mener pour assurer en de pareilles circonstances. Selon lui, le problème est ailleurs, soutient le spécialiste en santé de développement. Nous allons suivre son analyse au micro de Emma Rodon. Je crois que la réalité les a rattrapés parce qu'il n'y a jamais eu de base militaire au Bénin. Pour ceux qui connaissent le Bénin, pour ceux qui voyagent et ceux qui savent ce que c'est qu'une base militaire, et une base militaire n'est pas une simple caserne. Or, il se fait qu'il y a un peu plus de 2 ans, au moment où le Bénin a subi les premiers assauts des terroristes, notamment dans le parc Pandjari, donc à la frontière du Burkina Faso et du Niger, le Bénin a essayé, le gouvernement a essayé de déployer un certain nombre, à réorganiser des casernes de proximité pour permettre de contrer l'avancée ou du moins l'assaut des terroristes qui en fait agissent par des mécanismes asymétriques. C'est-à-dire que ce ne sont pas des gens qui sont des militaires avec des treillis, qui sont connus sous une armée donnée, mais c'est des individus comme ça qui viennent, assassinent, pillent, incendient et qui s'en vont. Donc le Bénin, à l'époque, a fait un certain nombre de travaux de réaménagement pour pouvoir protéger les populations. Et je crois qu'en son temps, ça avait été dit clairement par le gouvernement, comme quoi il y a des casernes
en poste avancé dans un certain nombre de localités, à Polga, au niveau du parc, à Kandi, ainsi de suite. C'était connu. Le Centre africain pour le développement équitable a procédé à la remise de chèques à 16 différents enseignants-chercheurs en vue d'une recherche scientifique sur la sécurité alimentaire et la nutrition en République du Bénin. La sélection des thématiques de recherche est faite en fonction des réalités du terrain et un comité scientifique est composé de professeurs d'université. Teddy Goudalo pour le point. Des chèques de 2 millions octroyés à des enseignants-chercheurs, tous de nationalité béninoise, en vue d'une recherche scientifique en lien avec la sécurité alimentaire et la nutrition. Ils sont au total 16 scientifiques à bénéficier de cet appui du Centre africain pour le développement équitable, ACED. Je suis très contente d'avoir été sélectionnée pour ce programme de l'ONG ACED qui subventionne les recherches. Et je pense que cette subvention va me permettre d'avancer dans mon projet et d'atteindre les résultats que j'escompte. Nous avons accompagné le gouvernement du Bénin il y a 2 ans à développer un agenda de recherche sur la sécurité alimentaire et la nutrition qui comporte un certain nombre de questions de recherche, je dirais, qui viennent des besoins des utilisateurs de différents ordres de l'écosystème. Donc l'activité d'aujourd'hui est juste une activité symbole pour pouvoir matérialiser l'octroi de bourses à des chercheurs dont nous avons offert de petites subventions pour pouvoir mener des activités de recherche en lien avec l'agenda qui avait été développé avec l'ensemble des acteurs. La sélection des différentes thématiques de recherche est faite par un comité scientifique de haut niveau. Cette rencontre a permis à quelques lauréats d'exposer leur protocole de recherche à l'assistance composée de tous les maillons nécessaires pouvant les accompagner sur le terrain. Ce n'était pas facile car tous les projets étaient bons. Il a fallu choisir des critères pour en éliminer car c'était le fond qui manquait le plus. Chaque projet est unique et spécifique à son genre. On n'a pas à comparer. Ça va donner des innovations. Et quand je dis innovation, c'est quelque chose qui est nouveau. Dans la procédure, on s'est assuré que de par le passé et ni pendant que nous sommes en train de produire la sélection, il n'y a pas de travaux déjà en cours sur ces sujets-là. Donc les sujets ont été sélectionnés de manière professionnelle. Et ils répondent à des questions précises que des acteurs de terrain se posaient. Les lauréats disposent d'une durée de 6 mois au maximum pour rendre disponibles les différents résultats issus de leurs recherches. Le Centre africain pour le développement équitable ACED se chargera plus tard, à travers un carnet bien défini, de la valorisation de ces résultats. Je l'ai annoncé en début d'édition, après 5 semaines de formation en art oratoire et leadership, plusieurs élèves participants ont reçu leur certificat de fin de formation. C'est au cours d'une cérémonie organisée ce vendredi 20 juillet 2024 au CAEB de Djougou. Le parrain et initiateur de cette première édition de Masterclass, l'honorable Abdul Malik Gomina, en a profité pour encourager les jeunes. Les détails. Ils sont désormais outillés à prendre la parole en public avec assurance, aisance et éloquence. Eux, ce sont les 60 jeunes élèves des 4 CEG de la ville de Djougou, formés 5 semaines durant sur différentes techniques et méthodes de communication persuasive, les formes de leadership et qualités essentielles d'un bon leader. À travers cette cérémonie fort simple, tout de même empreinte de solennité, chaque participant reçoit son certificat. Je vous avoue que tout au long de cette masterclass, la transmission du savoir a été un partage d'expérience qu'une relation apprenant-enseignant. Les sessions ont été conçues non seulement pour leur enseigner les techniques nécessaires, mais aussi pour les inspirer à appliquer ces compétences dans leur vie personnelle et académique
ou mieux encore les amener à mettre en pratique ces compétences. Comme l'illustrent les différents débats interactifs, l'émission à la radio et leur implication dans cette cérémonie de clôture. La masterclass en art oratoire et leadership est l'initiative bien pensée et soutenue par l'honorable Abdoul Malik Gomina. Ces jeunes-là, ils vont finir. Ils vont aller dans les grandes universités. Ils vont compétir avec ceux qui ont été formés. Et vous voulez le même résultat qu'eux? Ils ne peuvent pas. Le output dépend du input. Heureusement, maintenant, les grèves dans l'enseignement ont pris fin et que les enfants font au moins 9 mois de cours. Sinon, ceux qui ont fait 5 mois de cours et avec ceux qui ont fait 9 mois de cours dans les collèges privés UP, quand vous allez à la fin dire ils vont compétir la même chose, vous taquinez ceux qui ont fait 4 ou 5 mois de cours. Tous les intervenants ont reconnu et salué les efforts déployés par le promoteur de cette masterclass. Ces jeunes pousses qu'on a formés, là, vous croyez qu'ils vont bégayer quand il s'agira de défendre les intérêts de Djougou? Au contraire, ils vont le défendre avec éloquence. Ils vont le défendre, on se demandera, mais c'est Djougou qui a ces pépinières-là, c'est Djougou qui a formé ces gens-là. Donc, nous sommes vraiment contents et nous prions que Dieu nous fasse sortir des Gomina Malik, des Gomina Malik, des Gomina Malik, ou parmi vous, Inch'Allah. Je voudrais formuler à l'endroit de mon ancien patron, monsieur le maire, monsieur l'honorable Gomina, qu'il fasse de cette masterclass une institution que d'autres communes viendront visiter. Cette initiative de masterclass qui a pris en compte pour cette première édition 4 collèges de la ville va s'étendre l'année prochaine à d'autres collèges de la Donga. Dans les tout prochains jours, les artisans du Bénin pourront disposer d'un titre professionnel des métiers, un titre de reconnaissance de maître artisan qui le valorise par rapport à son diplôme traditionnel. Mais avant le processus de délivrance de ce document qui valorise l'artisan, une délégation de la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin a rencontré les artisans de Natitengou pour leur expliquer les enjeux du registre des métiers de l'artisan du Bénin. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la campagne nationale de sensibilisation sur le registre des métiers. Reportage. Face à ces hommes et femmes, tous artisans issus de différents corps de métiers dans la ville de Natitengou, une délégation de la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin. Sa mission, sensibiliser et informer ces professionnels de l'artisanat sur le registre des métiers, un nouveau dispositif qui leur donnera accès au titre professionnel des métiers, un titre de reconnaissance qui rehausse et valorise le maître artisan par rapport à son diplôme traditionnel. Nous sommes devant vous ce matin pour passer un message important. Le message, comme l'a déjà annoncé, c'est le registre de métier. Le registre de métier, le titre professionnel de métier, et cela va déboucher sur l'obtention des cartes professionnelles de métier. Nous voulons reprendre avec cette carte parce que quand tu dis à quelqu'un tu es artisan, s'il te demande qu'est-ce qui prouve que tu es artisan, qu'est-ce que tu vas montrer? Les autres ont leur carte professionnelle. Et nous, on l'avait. Ce n'est pas nouveau pour nous. Ce qui rentre dans la nouveauté, c'est que cette fois-ci, c'est une carte biométrique qui va nous permettre de faire beaucoup de choses. Au cours de ces assises qui se sont déroulées dans une ambiance participative, les artisans ont exposé leurs préoccupations auxquelles les membres de la délégation de la Chambre des métiers ont apporté des éclaircissements convaincants. On est vraiment très contents de pouvoir avoir nos cartes artisanaux. Ce que j'ai ressenti, c'est qu'on nous a expliqué ce que c'est que la carte, ce qu'elle doit nous servir. Et en tant que patron, en tant que responsable de nos entreprises, et aussi comme la chambre de commerce, un artisan doit avoir une carte professionnelle. Nous sommes très contents parce que
pour ceux qui sont anciens, la carte existait. Et après un moment, ça a été suspendu. Je crois que pour l'avènement de la SEMA Bénin, cette carte veut reprendre pour le bonheur de tous les artisans parce qu'elle nous manquait. Désormais outillés sur les contours de cette réforme qui s'opère dans leur secteur, les artisans de Nati Tengou se disent prêts à fournir les pièces nécessaires dès que le processus d'inscription sur ce registre sera lancé. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée chez vous.